Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo très intéressante. Je viens avec l'histoire de Natasha Kampusch. Donc la fameuse jeune fille capturée pendant 8 ans, captive. Donc pour mieux vous expliquer en fait son histoire, son récit, j'ai acheté le livre qui est ici. Voilà. Je l'ai acheté mercredi, enfin je l'ai reçu mercredi et mercredi, jeudi, vendredi, je l'ai lu. Hier jusqu'à 1h du matin, je l'ai terminé vraiment pour pouvoir être là aujourd'hui et pouvoir vous parler d'elle et de son histoire. Donc avant tout, donc du coup j'ai acheté ce livre pour vraiment avoir un ressenti vraiment de ce qu'elle avait vécu. Parce que je me suis dit, je vais pas chercher des informations comme ça sur internet. Certes, il y a des informations sur Natasha, il y a des informations sur son ravisseur, mais il n'y a pas vraiment ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu ressentir dans son livre. Elle dit tout. Honnêtement, je vous le conseille. C'est vraiment un très bon livre, malgré ce qu'elle a vécu. Il est très intéressant. Donc du coup, je vais vous parler de son histoire, de ce qui s'est passé. Donc tout ça se passe le 2 mars 1998. Natasha prête pour partir à l'école. La veille, elle s'était disputée avec sa mère d'une affaire, bon, parce qu'en fait, relation mère-fille n'était pas parfaite. Disons que sa mère était quelqu'un d'assez dur, mais bon, on a tous des parents assez durs, mais c'est vrai qu'elle avait une relation pas très, voilà, pas super, voilà. Donc du coup, voilà, elles s'étaient disputées la veille et elles avaient toujours eu, normalement, ce truc de se dire, on se dispute, mais on se réconcilie. On part pas sur de mauvaises bases, en fait. On se pardonne. Sauf que ce matin-là, Natasha a juste pris son petit déj, elle a pris ses affaires et elle est partie à l'école pour la première fois toute seule. Donc elle a hésité sur le bas de la porte en se disant est-ce que je pars vraiment sans lui dire au revoir, sans un dernier mot, mais finalement elle est quand même partie. Donc sur le chemin de l'école, forcément, bon, elle y a repensé, elle s'est dit, voilà, est-ce que j'ai bien fait de partir sans lui dire au revoir, sans lui faire un bisou? Elle s'est posé ces questions-là, mais elle s'est dit, qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Voilà, chose toute simple, voilà, elle s'est juste dit qu'est-ce qui pourrait m'arriver, donc voilà, je vais juste à l'école, je pars à l'école, rien ne peut m'arriver, enfin voilà. Donc en allant prenant le chemin de l'école, qui est pas très loin, hein, Natasha a eu en fait, enfin, a vu de loin un homme en fait avec une fourgonnette blanche. Et quand elle l'a vu là, parce qu'en fait, quelques jours avant, en fait, elle regardait les médias, la télé, et elle voyait beaucoup de petites filles qui disparaissaient en Autriche, de son âge. Donc si je peux vous trouver... je vais vous trouver, normalement, elle en parle de ces petites filles qui ont disparu et que l'on a retrouvées assassinées. Donc
Désolée, je pense que ce sera sûrement une vidéo assez longue. J'espère que ce sera pour vous assez intéressant. Donc voilà, voilà, donc on en a quelques-unes. Donc Yvonne, 12 ans, assassinée en juillet 95 près du lac du Pinove pour avoir résisté à un homme qui l'a violée. Annette, 15 ans, de Mardoff, près des lacs de Stenheard, retrouvée en 1995, déshabillée dans un champ de maïs après avoir fait l'objet d'abus sexuels. Et assassinée, son meurtrier n'a pas été arrêté. Maria, 7 ans, enlevée, victime de sévices et jetée dans un étang en novembre 1995. Elmedine, 6 ans, enlevée, victime de sévices et étouffée en février 1996 à Siegen. Enfin, voilà, donc pour elle, enfin voilà, pour toutes ces filles avaient son âge, donc forcément elle avait peur, elle se disait que ça pouvait lui arriver. D'un côté, elle se disait que ça pouvait lui arriver, et d'un autre, elle se disait, bon, moi, petite fille de 10 ans, toute rondouillette, brune, enfin, elle ne collait pas vraiment avec toutes ces filles, en fait. Mais, voilà, forcément, d'un côté, elle se sentait... elle avait peur aussi que ça puisse lui arriver, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, donc quand elle a vu cette fourgonnette blanche au loin avec cet homme qui attendait là comme ça, elle a eu comme un mauvais pressentiment. Elle s'est dit peut-être que je devrais changer de trottoir. Peut-être que voilà, je devrais traverser, changer de trottoir et continuer mon chemin. Sauf que après elle s'est dit qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Non, enfin, elle a filmé, enfin, moi personnellement d'instinct, si je sens que ça va pas, je change de trottoir. Mais bon, Natacha, elle n'a pas changé de trottoir, elle a continué. Elle a croisé son regard, des yeux bleus. Elle a vu un regard assez, pas forcément triste, mais un regard pas méchant, un regard juste, voilà, pas d'agressivité dans son regard. Et en une fraction de seconde, elle n'a pas compris. Il l'a juste prise, soulevée. Elle était tellement... Enfin voilà, il l'a prise, il l'a jetée dans sa fourgonnette. En une fraction de seconde, elle n'a même pas eu le temps, ne serait-ce que de comprendre ce qui lui arrivait. Elle n'a pas pu crier, aucun son ne sortait. Elle ne s'est même pas défendue. C'est arrivé tellement vite que, en une fraction de seconde, elle s'est retrouvée dans cette camionnette et voilà quoi, c'était trop tard. Donc elle se retrouve à l'arrière de cette fourgonnette. L'homme lui dit de rester à plat au sol de la fourgonnette, de ne pas bouger. Il tente d'appeler un numéro, il est avec son téléphone, il conduit, il part, il roule. Il tente, il s'énerve, il voit qu'il n'a pas de réponse, il essaie d'appeler, pas de réponse. Donc voilà, en gros, il lui explique qu'il est censé la donner à d'autres personnes. Alors là, dans la tête de Natacha, forcément, bah, tout revient. Elle pense aux petites filles qui se sont fait enlever, elle pense aux petites filles qui sont mortes, qu'on a retrouvées, violées, assassinées. Enfin, voilà, donc forcément, elle se dit, mais c'est pas possible, ça m'arrive à moi. Pourquoi? Enfin, voilà. Donc, elle se retrouve à l'arrière de cette fourgonnette. Et voilà quoi, elle se fait enlever tellement facilement, c'est incroyable. Du coup, qu'il ne reçoit pas de réponse des soi-disant autres ravisseurs qui sont censés être avec lui. Il décide du coup un second plan de l'emmener chez lui, qu'il emmène chez lui. Il la jette dans un cachot tout simplement. En fait, il la jette dans le cachot, il la met dans le noir et il la laisse là, comme ça. Il la laisse. Donc
Dans sa tête, à Natacha, tout va très vite en fait. Elle se demande si à l'école ils se sont aperçus qu'elle n'était pas arrivée, si ses amis d'école se demandaient pourquoi elle n'était pas venue. Le soir même, elle se demandait si sa mère allait s'inquiéter de voir qu'elle ne rentrait pas et d'appeler l'école et de s'apercevoir qu'en fait elle n'était jamais allée à l'école. Donc le nom de ce fameux ravisseur s'appelle Wolfgang Prikopil. Désolée si je le prononce mal. C'est un homme qui est technicien chez la marque, donc technicien de communication. Un homme très obsessionnel, compulsif. Donc au départ, avec Natacha, il est très gentil, très attentionné. Dès qu'il veut il la nourrit, il lui donne à manger. Dès qu'elle veut quelque chose de particulier, il lui donne. Que ce soit à manger ou d'autres choses, il lui passe tout. Voilà. Donc donc tout ceci a duré pendant 6 mois. Donc, pendant 6 mois, elle n'avait que lui. Elle ne voyait que lui, le seul humain en fait qui était dans sa vie. Donc pendant 6 mois, elle est restée enfermée en fait dans ce cachot. Et au bout de ces 6 mois, il a commencé à décider à la laisser monter en fait à la maison. Donc bien sûr, il faisait très attention à ce que... Donc en fait, il lui attachait les cheveux, il lui mettait un sac plastique sur la tête pour qu'elle ne laisse pas ses cheveux en fait tomber, pour laisser de l'ADN en fait un peu partout dans la maison. Dès qu'elle s'asseyait, il mettait un journal, voilà, vraiment pour pas qu'elle laisse d'empreintes, pour pas qu'elle laisse d'ADN en fait dans sa maison, pour pas qu'il ait de risque, qu'on l'accuse en fait, voilà, que personne ne sache qu'elle est là, qu'elle était là. Donc il a fait des rénovations dans sa maison, donc un peu partout, dans toutes les pièces, et au final c'est Natacha en fait qui faisait tout. Il la traitait comme il ne manque rien. Elle était son esclave. Il lui faisait tout faire. Toutes les rénovations, c'est elle qui le faisait. Dès qu'elle faisait quelque chose de travers, il la battait. Il la frappait. Elle se retrouvait avec des bleus énormes. Enfin, c'était horrible. Elle décrit vraiment tous ces moments en fait très très durs. Comme j'ai dit, en fait, il était obsessionnel compulsif, donc en fait, voilà, il était tout le temps derrière elle. Elle devait être collée à lui, elle pouvait pas être super loin, moindre geste qu'elle faisait, moindre chose qu'elle faisait. En fait, c'est un peu comme si elle était enfermée au cachot, mais c'était pire parce que là, elle l'avait sur le dos tout le temps, il était tout le temps derrière elle. Dès qu'elle faisait un truc de travers, il la frappait. Enfin, c'était vraiment invivable. C'était horrible. Donc, voilà, vraiment, c'est très poignant ce livre, est vraiment très. Enfin, elle explique vraiment tout ce qu'elle a pu ressentir. Voilà, enfin. Donc, après ça, du coup, donc il a fait rénovation de toute sa maison. Donc, c'est Natacha voilà, qui faisait tout, elle faisait à manger. À chaque fois qu'elle faisait à manger, il lui disait tu es trop lente, ma mère fait mieux que toi,
tu es une incapable, tu ne sais rien faire. Enfin, beaucoup de... Voilà, il était tout le temps en train de la rabaisser, c'était vraiment horrible. Et pendant toutes ces années, ça a été ça. Pendant ces 8 ans de captivité, voilà, elle était pour lui voilà, un objet. Il faisait tout ce qui... Au bout du compte, pour ses cheveux, en fait, il a fini par lui raser la tête pour être sûr qu'elle ne laisse aucun cheveu, aucune trace d'ADN d'elle dans la maison. Donc voilà, c'était vraiment horrible. Mais au fond, enfin, les médias ont beaucoup parlé du syndrome de Stockholm. Mais clairement, en fait, ce que moi je peux comprendre, en fait, c'est que quand tu es pendant 8 ans enfermé et que enfin, tu as qu'une seule personne dans ta vie, c'est ton ravisseur, certes, il t'a enlevé, certes, il t'a enfermé, certes, il te bat, mais pour elle, c'était la seule personne avec qui elle pouvait parler, la seule personne, le seul humain avec qui elle avait un contact. Donc forcément, pour elle, elle a forcément quand même tissé des liens avec lui. Quand tu as 10 ans et que tu peux pas faire autrement. Ça doit être super dur d'être enfermé comme ça et d'avoir la seule personne que tu as dans ta vie. Forcément, c'est ton ravisseur, donc forcément, voilà. Donc je comprends tout à fait enfin, tout ce qu'elle a pu expliquer sur le fait que voilà, elle a forcément tissé des liens avec son ravisseur, même si c'est sûr qu'elle avait d'autres choix elle n'avait pas d'autre choix que de lui pardonner ce qu'il lui avait fait, parce que dans tous les cas, si elle, vous vous rendez compte à cet âge-là d'avoir autant de force, autant de, enfin, c'est ce qui l'a fait survivre. Elle a survécu comme ça en lui pardonnant, en se disant, voilà, en se disant on passe à autre chose. Parce que si elle serait restée sur ça, si elle avait pleuré toutes les larmes de son corps, comme je peux dire, si elle s'était abattue sur elle-même, elle n'aurait jamais pu survivre. Les seules choses, elle avait un caractère aussi, elle ne le laissait pas l'atteindre sur beaucoup de choses. Genre des fois quand il la maltraitée, il la mettait par terre et lui disait de se mettre à genoux et de l'appeler maître ou de le supplier, elle ne le faisait pas, elle disait non. Elle avait quand même ce truc de combattre et de se dire je reste là, je reste ferme, je ne... Voilà, elle avait... C'est ce qui lui a permis de continuer à vivre, à survivre. Elle pensait aussi, parce que beaucoup de fois il lui disait, elle parlait au départ, elle parlait beaucoup de ses parents et il lui disait mais tes parents ne t'aiment pas, ils n'ont pas voulu payer la rançon, ils ne t'aiment pas, tu n'as pas, enfin il voulait absolument pas qu'elle parle d'eux, il lui disait que c'était terminé, que lui l'avait retrouvé, qu'il l'avait gardé, quoi, qu'il l'avait récupéré, qu'il lui avait sauvé la vie, qu'elle lui devait la vie, qu'elle devait plus le remercier plutôt que de lui dire, enfin voilà, pour lui, voilà, pour lui c'était, voilà, c'est un livre vraiment incroyable qu'il faut vraiment absolument lire. Franchement, ça a été très intéressant. Le jour où bon, je vous passe beaucoup de détails, parce que bon, d'un côté il vaut mieux que vous achetiez le livre et vraiment que vous le lisiez, que vous ressentiez vraiment ce que elle a pu ressentir. Moi ça m'a énormément bouleversée. Elle a eu énormément, mais tellement de courage, elle a tenu bon jusqu'au bout.
pendant 8 ans. Vous imaginez, franchement, pendant 8 ans, rester enfermé comme ça, avoir quelqu'un sur vous qui vous bat tous les jours et qui vous traite comme de la merde, comme une esclave, qui vous fait tout faire et que la moindre chose que vous faites vous dit que c'est c'est nul, vous rabaisse tous les jours. Enfin, c'est vraiment un combat, enfin, c'est incroyable. Donc le dernier jour de sa captivité, du coup, elle a eu ses 18 ans. Et quelques jours après, donc, elle a réussi en fait à s'évader. En fait, comment vous expliquer, bon, j'ai sauté beaucoup d'étapes, des étapes où enfin, je vais quand même revenir dessus. Malgré ça, en fait, quelques années après, vers ses 15-16 ans à peu près, il a commencé quand même à accepter de la sortir avec lui. Genre, il allait au supermarché avec elle. Euh, enfin, il arrivait à se balader avec dans la rue. Il allait faire les magasins avec elle. Et elle, bien sûr, elle voulait, comme elle expliquait, elle voulait pouvoir crier et dire je suis Natacha, aidez-moi. Euh, il m'a enlevé quand j'avais 10 ans, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais à chaque tentative, à chaque fois qu'elle essayait de ne serait-ce que de parler, elle se disait si je parle, il va forcément... Voilà, elle ne voulait pas faire de victime sur le fait que voilà, elle voulait pas dire qu'elle était là et que ça pourrait créer énormément plus de victimes. Donc beaucoup de fois, elle a eu énormément de... Elle pouvait énormément, beaucoup de fois dire qu'elle avait été enlevée, mais elle ne l'a jamais fait parce qu'elle ne voulait absolument pas que d'autres gens souffrent. Et voilà, elle voulait pas mettre d'autres personnes en danger. Donc, voilà, donc beaucoup de fois aussi il l'a laissé sortir du coup vers la fin, il l'a laissé sortir dans le jardin, vu qu'elle avait déjà accès à la maison, elle pouvait aller dans le jardin, faire beaucoup de choses. Et ce fameux jour, euh, en fait il devait nettoyer la fourgonnette, en fait il avait décidé de la vendre et il voulait la nettoyer ce jour-là. Et donc Natacha l'a nettoyé et il a reçu un appel, sûrement d'un acheteur. Et il s'est retourné, il s'est éloigné d'elle, il s'est retourné pour passer cet appel. Pour la première fois depuis 8 ans, il s'était éloigné d'elle, il s'était retourné, il ne l'observait pas pour une fois en 8 ans. Et là, elle s'est dit, c'est maintenant, c'est le moment. Et elle est partie. Elle a tout lâché, elle est partie en courant dans la rue. Elle cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider, elle a croisé du monde, qui leur a demandé de l'aide, mais ces fameuses personnes n'avaient pas de téléphone, du coup ils ne pouvaient pas appeler la police, donc elle a continué à courir, elle a continué à courir. Elle a vu une vieille dame par la fenêtre de chez elle, donc elle a couru, elle est allée, elle a dit aidez-moi, appelez la police, je suis Natacha Campouche, il faut m'aider, appelez la police, appelez la police. Donc la vieille dame, bien sûr, donc voilà, bon, elle a quand même appelé la police. Donc la police est venue et ça a été la fin du calvaire. Enfin, la fin de tout ça. Donc après, la police, bien sûr, lui a posé des questions. Quel est votre nom, votre prénom? Où êtes-vous né? Où habitez-vous? Qui est le ravisseur? Où habite ce ravisseur? Donc forcément, elle a tout dit, elle a tout déballé, elle a tout dit. Ils ont bien sûr fait des recherches d'informations, savoir si c'était vrai, tout ce qu'elle disait et tout. Donc voilà, donc ils l'ont fait monter dans leur voiture, et ils l'ont emmené au poste de police. À partir de là, en montant dans cette voiture, elle s'est dit ça y est, je suis sauvée. Voilà, donc tout ça pour vous dire, donc bon, je vous ai parlé un petit peu de son histoire, de ce qu'elle disait dans le livre,
mais vraiment, honnêtement, je vous le recommande si vous êtes quelqu'un vraiment qui est intéressé comme moi sur des cas comme ça. Je vous recommande vraiment son livre de le lire, il est vraiment bien. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez bien aimé ce que je vous ai raconté. Voilà. Comment vous dire, je peux pas. Après, je peux pas vous expliquer plus en fait, parce que sinon, voilà, ça servira à rien que vous achetiez le livre pour savoir son histoire. Donc vraiment, c'est un livre vraiment qui m'a énormément touchée, qui est très 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 intéressant. Donc je vous le conseille vraiment. Donc n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez bien aimé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Voilà, tout est dans la barre d'infos. Suivez-moi sur Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, tout est inscrit dans la description. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.